Une illusion, c'est quand ce qu'on s'imagine, ce qu'on se représente dans notre monde interne ne correspond pas à ce qui se passe dans la vie réelle. L'une des illusions les plus connues, c'est le cube de Necker. Donc c'est un cube où, à mesure qu'on le regarde, on croit comprendre les perspectives du cube, mais en fait chaque arête est imbriquée l'une dans l'autre, on n'arrive jamais à comprendre ce qui se passe. C'est parce que notre cerveau interprète ce qu'il regarde constamment. On n'est pas juste des observateurs, en fait on est des humains, et en fait notre vue, notre vision, elle a été faite pour avoir un but derrière, pour interpréter l'information et vivre et survivre dans notre monde. Notre vision, notre perception, elle est bourrée d'erreurs, d'interprétations, et c'est là que naît l'illusion. Parce que si on voyait exactement le monde comme il est, il n'y aurait jamais d'illusion. Alors comment on crée une illusion? On peut simplement s'intéresser et étudier les domaines psychologiques et essayer de reproduire ce qui marche réellement, parce que justement, en étudiant les illusions, on va comprendre des principes qu'on va réappliquer autre part. Mais les magiciens, très souvent, s'inspirent d'autres magiciens, réutilisent exactement les mêmes principes sans forcément comprendre les principes psychologiques derrière. Simplement, c'est un peu un savoir empirique, donc ils savent que ça marche, ils réappliquent, ils changent quelques trucs et ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire croire à la magie? On ne sait pas réellement. Par contre, il y a eu des études pour voir quelles zones du cerveau s'activent quand on voit un tour de magie. Ils ont pris des sujets, ils leur ont montré un tour de magie, ils ont observé leur cerveau. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y a la zone frontale qui s'active. Principalement l'ACC, qui est en fait une partie du cerveau qui est responsable dans la résolution de conflits. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que quand on voit un tour de magie, c'est comme si on était face à un conflit. Un conflit par rapport à nos connaissances, à nos croyances, parce que comme on est témoin de quelque chose d'extraordinaire, d'impossible, on essaie de trouver une solution qu'on n'arrive pas à trouver si le tour de magie est bon, et donc on est vraiment dans ce conflit. Les sciences cognitives, c'est une approche pluridisciplinaire pour expliquer ce qu'est l'esprit, le mental. Donc ça fait appel à de la philosophie, à de la psychologie, à des neurosciences. C'est un mélange de tous ces domaines pour essayer d'expliquer le mental. C'est quoi le rapport avec la magie? En fait, quand on regarde réellement les deux disciplines, on s'intéresse à comment on traite l'information, à comment on prend des décisions, comment on interagit avec l'environnement. Et les magiciens créent tout leur spectacle justement en rapport avec ça. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que depuis de nombreuses années maintenant, les scientifiques font appel à des magiciens pour mener à bien des expériences, parce que les magiciens ont un très bon savoir sur comment duper les sens, et du coup, derrière, les scientifiques peuvent établir des théories et tester en laboratoire ces théories, grâce aux magiciens. Mais on peut avoir également le chemin inverse, où les magiciens améliorent leur magie grâce aux connaissances en psychologie sur l'esprit humain, et toutes ces découvertes en sciences cognitives peuvent en fait créer de meilleurs magiciens. C'est un peu la même question quand on rencontre un magicien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mentaliste, c'est simplement un magicien qui fait des tours sur l'esprit. Il ne s'agit pas d'un expert Sherlock Holmes ou d'un expert négociateur. C'est réellement un magicien, et c'est un art du spectacle, le mentalisme. Donc il utilise des techniques, alors certes, peut-être de psychologie, mais également des trucages, des illusions, pour créer des tours de lecture de pensée, de calcul surnaturel. Mais comment on apprend à devenir mentaliste? Le plus simple, c'est d'aller rencontrer d'autres mentalistes et en fait de prendre comme un mentor qui nous permet d'avoir les secrets des magiciens, le secret des mentalistes. On peut aller dans des boutiques de magie, on peut chercher des formations ou lire des livres. Il y a une très grosse documentation, une très grosse littérature sur le mentalisme. Et chaque année, il y a des nouvelles trouvailles. Ça permet justement de pousser l'art encore plus loin. Moi, j'ai commencé par la magie des cartes et peu à peu, j'ai découvert le mentalisme. La magie, on cherche plutôt à casser les lois de la physique, là où le mentalisme, c'est une forme de magie plus interactive parce qu'elle dépend simplement de l'esprit du spectateur. Donc ça peut être de la lecture de pensée, de l'influence, et c'est réellement ce domaine qui m'a passionné. Le plus important, c'est bien sûr d'aller connaître la théorie, mais théorie sans pratique ne sert à rien. Bien sûr, ça arrive que ce qu'on a prévu ne se passe pas comme voulu. L'idée, c'est que le spectateur ne sait jamais ce qui va se passer, donc on peut toujours se rattraper. Le but, bien sûr, du mentalisme, c'est de créer un très bon moment, un moment inattendu, de surprise, de rire. Donc on a un peu cette boîte à outils cachée, et on peut utiliser ces outils pour toujours se rattraper. Moi, je dirais que c'est un peu des trois, mais en même temps aucun des trois. Le mentalisme, c'est avant tout un art du spectacle, c'est réellement comme de la magie. L'idée, c'est de créer un moment spectaculaire, et de faire passer un bon moment au spectateur. Le hasard, je le vois plutôt sur le spectateur, qui peut être plus ou moins imprévisible. Donc forcément, comme tout art direct, comme le théâtre, il peut se passer des choses qui ne sont pas prévues, mais le bon mentaliste saura toujours reguider la présentation pour aller là où il veut. Intuition,
Alors, comment l'intuition arrive? C'est souvent à force de faire quelque chose qu'on développe des automatismes. Et parfois, ces automatismes, ils deviennent presque inconscients et on est capable en fait de réaliser des choses sans même s'en rendre compte. Et à force de faire un tour 10, 20, 100 fois, on va avoir l'intuition, on va savoir exactement comment ça va se passer avant même que ça se passe. Et du coup, on ne se repose plus que sur l'intuition. Mathématiques, alors les mathématiques, il y a beaucoup de tours de mentalisme qui reposent sur les mathématiques, comme des démonstrations de calculs fulgurants. Il y a des mentalistes qui font appel beaucoup à ça, il y en a d'autres pas du tout. Ça dépend des styles. Moi personnellement, je suis assez fan des mathématiques étant ingénieur, mais avant tout, le mentalisme, c'est beaucoup de logique. C'est savoir prédire comment le spectateur va se comporter, donc c'est un peu d'empathie, mais de l'empathie logique. On va se dire, s'il est dans cette situation, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont ses options les plus probables? Et on va aller sur ces options les plus probables. Si le sujet vous a intéressé, je recommanderais la TED Talk de Alice Payès, qui a étudié comment les magiciens jouent avec notre sensation du libre arbitre. Donc c'est une TED Talk qui s'appelle Lever le voile sur le libre arbitre. Et Alice Payès, qui est donc docteur en psychologie, qui étudie justement la psychologie qu'utilisent les magiciens avec le Magic Lab à Londres avec lequel je travaille également. Il y a beaucoup de publications sur ces domaines, sur la psychologie, la magie et comment on peut apprendre l'un de l'autre. Donc c'est super intéressant.